Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sharp. Comment ça va? Écoute, ça va super. Merci pour l'invitation sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça a été une invitation, enfin un aller-retour, dirons-nous. Alors on enregistre l'épisode et pas publié, mais je suis passé sur ton banc d'invités et du coup tu me renvoies l'appareil. Tout à fait. L'épisode sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube, donc un plaisir de venir chez toi. Bon, super. Je mettrai les liens bien évidemment dans la description, mais vous avez l'habitude. Et moi, Sharp, je t'avais découvert sur YouTube. Car tu as une chaîne YouTube depuis 2 ans maintenant, si je me Ouais. réfère aux dates qui sont indiquées sur la plateforme. Et je t'avais découvert, je sais plus également exactement avec quelle vidéo, mais c'était avec une vidéo sur un Move to Earn. Alors lequel, je sais plus si c'était Defeat ou peut-être même Stephen, je m'en souviens plus très bien. Et c'est vrai que tu avais lancé ce format aussi de podcast où tu as reçu quelques invités sur ta chaîne et c'était quelque chose qui manquait et qui m'a poussé aussi à me lancer parce que finalement sur des podcasts sur les NFT il y en a très très peu, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Pour revenir sur les Move to Earn, du coup moi je t'ai découvert comme ça et il me semble que c'est comme ça que tu es rentré dans le Web3. Mais avant que j'en dise trop, est-ce que du coup tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire comment du coup tu es rentré dans le merveilleux univers du Web3? Ouais, bien sûr. Donc moi du coup c'est Sharp hein, sur les réseaux sociaux, donc principalement YouTube et Twitter. Comme tu l'as dit, je suis rentré fin 2021 dans l'écosystème Web3 hein, au sens large, crypto-monnaie, NFT, etc. Je suis ingénieur agronome de formation et c'est vrai que en fait, je suis rentré un peu de manière particulière, on va dire. C'est-à-dire que fin 2021, on sortait du Covid, je faisais beaucoup de sport avant, et il fallait que je trouve la motivation de me remettre au sport de manière assez intensive. Et je me Et tu disais, il faisais quoi comme existe. sport avant le Covid? Ouais, alors je faisais beaucoup de handball en club, Ok. en compétition. Et en fait, c'est vrai que le Covid a mis un grand coup là-dedans, plus d'entraînement collectif, les compétitions qui s'arrêtent. Et après, en fait, j'ai eu du mal à reprendre, aussi pour des raisons professionnelles. Et du coup, oui, j'avais quand même ce besoin de bouger, voilà, de faire du sport. Et je savais qu'il existait des applications, pas forcément les Move to Earn dans le Web3, hein, mais je savais qu'il existait des apps mobiles qui te récompensent pour ton activité physique. Et je me disais, pourquoi pas chercher ce type d'application s'il faut aujourd'hui, il existe des trucs super bien avec des personnages où tu progresses dans une aventure et où en fait, ou avec une communauté et où en fait, tu as des incentives qui sont très importants et qui du coup te motivent à aller peut-être courir tous les jours ou même te lancer des gros challenges. Donc je tape ça un peu sur Google, mais sans grands espoirs parce que je connaissais les apps qui existaient et bon, ça restait très basique. Et puis là, je tombe sur un article de blog du Move to Earn Genopets, qui est un des premiers Move to Earn avec Stephen à avoir délivré. Et donc je me dis bon, mais ça a l'air super ce truc un peu un mix de Pokémon. Voilà, tu fais évoluer ta créature grâce à ton nombre de pas et grâce à tes séances de running. Donc on va aller voir ce que ça donne. Parce Donc là, qu'il était il était assez différent des autres parce que, notamment Stephen, on achète des baskets, mais il y en a beaucoup qui ont été des copycats de Stephen. Mais c'est vrai que Genopet, il avait ce côté assez innovant. ouais, Enfin, je il l'ai l'a toujours toujours, hein. d'ailleurs, parce que c'est un peu c'est un peu le seul sur ce créneau-là. Mm. Ouais, je l'ai toujours hein, sur le téléphone et il a ce côté ouais, où tu fais évoluer ta créature, tu peux la faire combattre contre d'autres personnes. Alors c'est pas la fonctionnalité n'existe pas encore, mais c'est le principe.
Et du coup, c'est là que je rentre dans le Web3. Je me dis, ben ok, il faut aller sur un serveur Discord. Ok, Discord, je découvre. Ah ok, c'est quoi? C'est sur une blockchain, Solana. Ok, c'est quoi ce truc? Il faut des tokens pour rentrer dans le jeu. Et en fait, et donc du coup, mon premier wallet, c'est un wallet Phantom, donc sur la blockchain Solana. Ok. Et ma première crypto, c'est le token Gen, qui est le token de gouvernance de Genopets. Avec bien sûr Ok. j'ai acheté aussi un peu du token Sol pour tout ce qui est frais de transaction et tout ça. Donc c'est comme ça que je suis rentré de manière un peu atypique, je t'avoue. J'avais déjà entendu parler de Bitcoin, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et après, bah, de fil en aiguille, je me suis dit bah, pourquoi pas déjà créer du contenu pour faire découvrir Genopets aux gens. Donc voilà, des vidéos en français sur le jeu, sur comment ça marche, parce que c'est quand même assez compliqué quand t'es pas du Web3 de faire toutes les manips nécessaires. Et Parce puis que après, déjà, pour créer le compte et commencer à jouer, t'as pas trop galéré? j'ai bien galéré, hein. J'étais sur Discord, tu vois, en mode gros noob, à demander aux gens, bon, comment on fait, un wallet et tout. Bien sûr, j'ai acheté le token Gen au top. Enfin, le Solana aussi était bien cher, mais voilà, c'était une période, t'apprends des choses. Et après, petit à petit, ben, j'ai commencé à regarder ailleurs, à aller sur du Bitcoin, de l'Ethereum, à investir. Et pareil, à m'intéresser à d'autres collections NFT, pas que les Move to Earn, même si il y a des Move to Earn qui m'ont bien aidé et aujourd'hui je me lance des challenges sportifs grâce aux Move to Earn, donc c'est assez sympa. Mais Hmm. voilà, je m'intéresse à l'écosystème dans son ensemble. Et du coup, le lien entre je joue à Génopet et je gagne un peu Enfin, j'imagine que tu gagnes un peu de token, du coup, tu t'es récompensé en token Ouais, sur le alors jeu. t'as le token in-game, mais il faut avoir des habitats, donc qui sont d'autres types de NFT que ta créature, le Genopet. Ok. Et il y avait des chasses au trésor, effectivement, qui te permettaient de gagner des cristaux. Ça, c'était super, hein. J'étais avec des potes de guilde, les veilleurs des Otera. Et tu devais te connecter les soirs à minuit ou 1 heure du mat. Et il y avait peut-être 200 ou 300 cristaux à gagner. Donc, c'était les 300 premiers à résoudre les énigmes. Il y avait des trucs chiffrés, etc. Et ça te permettait de gagner des cristaux pour créer ton habitat Genesis. D'accord. Et ça a permis effectivement de faire une petite plus-value sympa et de générer des liquidités en fait grâce à ton activité physique. Ok. Et du coup, ces liquidités-là, tu te dis, bon, je vais peut-être les investir dans d'autres cryptos. C'était un peu ça la réflexion ou pas du tout? Ouais. Bah en Ok. fait, du coup, ça m'a permis de générer du sol. En plus, je basculais tout en Solana. Et Ouais. après, bah, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres blockchains. Je voyais qu'il y avait des move to earn qui étaient sur la Binance Smart Chain, d'autres qui étaient sur Polygon, etc. Et donc, bah, j'ai commencé à aller aussi là-dessus et voilà. Et après, à mettre en place aussi une petite stratégie d'investissement. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, hein. J'ai un profil, même si la crypto, attention, hein, c'est pas de conseil en investissement et ça reste des actifs très risqués de base. J'ai quand même une stratégie qui essaye de limiter le risque au maximum, quoi. Je vais pas m'amuser à jouer sur des mêmes coins ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. En bon père de famille. Voilà. Crypto quand même, donc, Ouais. mais crypto, on va dire, ouais, bon père de famille, ouais. Ok. Et du coup, Génopet, il joue toujours aujourd'hui? Ouais, j'ai l'application. Alors j'ai vendu mes habitats D'accord. parce que ça prenait pas mal de temps et puis il y avait une période où les habitats ils se vendaient quand même 4 000 $ pièce. Ah C'était ouais. quand le sol était un bon taux. Et donc là, t'as un peu ce dilemme-là, tu sais, c'était la période où ça spéculait dans tous les sens, ça tenait, même les Genopets, hein, les Genesis Genopets, à un moment, ils avaient atteint plus de 10 000 $ pièce la valeur, hein. C'était énorme. Mais les personnes hésitaient, tu vois, se disaient, mais s'il faut un jour, ça vaudra beaucoup plus. Puis si je vends, je sors de l'écosystème complètement. Est-ce que j'ai envie d'arrêter et tout? Puis moi, voilà, j'ai vu que ça se vendait ouais à 50 ou 55 sols et le sol était ouais à presque 100 balles à ce moment-là. Je me suis dit c'est pas grave quoi. Je me suis dit je vends, ça me fait un peu de liquidité, je sors de ce qui génère des liquidités, mais j'ai toujours ma créature. Ouais. Et puis on verra. Peut-être que si ça redescend, je pourrais racheter. Et là effectivement, je crois qu'ils sont à 2 ou 3 sols, je crois aujourd'hui, donc ça fait 60 70 euros. Ouais, donc c'est pas la même. Non, mais c'est vrai que ça atteignait des valeurs folles, mais pour autant, on hésitait à revendre, quoi. T'as des gens, enfin, on était en mode, mais peut-être ça vaudra encore plus. C'était la folie des NFT, quoi. 2021, c'était un truc de fou.
Ouais, bah, de toute façon, on entend trop, notamment ceux qui ont vécu le précédent bull run. L'erreur qui ressort le plus, c'est de ne pas avoir pris ses profits, hein. Ouais, totalement. Donc, En fait, tu le vois, quoi. Tu te dis objectivement, avec le recul, tu te dis, mais bien sûr qu'il fallait vendre, quoi. T'es sur une application qui débute. Il y a encore il y a pratiquement aucune fonctionnalité sur l'application. Là, en 2 clics, tu peux te générer plus de 5 000 $ de liquidité, voire 10 000 pour tes créatures Genopet. Vas-y, quoi. Vas-y, toi. Enfin, c'est clairement surestimé. hmm, ouais, on est souvent un peu trop gourmand. Mm. Ok, donc tu commences avec Genopet et après C'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné notamment sur ta chaîne, c'est que tu as fait des vidéos, je pense, sur tous les move to earn ou presque, dont on parlait à l'époque. Je vois les vidéos sur Fitmint, Sweat, il y a eu Defeat, Stepen, etc. Et est-ce que tu as été. Parce que moi, le problème, par exemple, je suis un utilisateur de Stepen pour ceux qui nous découvriraient avec ce podcast. Moi, j'ai pas voulu aller voir ailleurs pour pas non plus trop m'exposer à trop de projets. Et puis, ça devient vite galère aussi si tu vas marcher et tu as 6 ou 7 applis à ouvrir, ça commence à être un peu chronophage. Toi, du coup, tu les as tous utilisés ou c'était des vidéos de présentation Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que moi, c'était dans le but d'alimenter la chaîne YouTube et de proposer de la valeur aux gens parce que les gens avaient envie de tester plein de choses. Et Hmm. donc, dès que je voyais des nouveaux move to earn qui sortaient, je me sacrifiais un peu pour la science, entre guillemets. C'est-à-dire que ben, j'investissais dans le NFT de base ou dans le token de base pour pouvoir participer au jeu, télécharger l'app. Et je faisais des vidéos, ouais, de présentation. Après, bien évidemment, aujourd'hui, j'en garde peut-être comme ça là, 3 ou 4 que j'utilise Ouais, peut-être presque quotidiennement. Et les ok. autres, si jamais il y a beaucoup de demandes et que c'est un projet qui prend, pourquoi pas revenir dessus pour refaire un peu de contenu et montrer aux gens les dernières fonctionnalités. Mais sinon, tu as raison, je pense que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, que ce soit Move to Earn ou même projet NFT, hein. Le but, c'est de suivre un peu ce qui se passe et d'aller vers là où ça te plaît, où tu penses que ça fait sens pour toi, plutôt que d'aller s'étaler et y passer des heures tous les jours, parce qu'à la fin, c'est ça, hein, c'est très rapidement, tu peux rester sur ton PC à aller checker je sais pas combien de serveurs Discord et tout ça, et ça devient rapidement compliqué, quoi. Ah bah, vaut mieux parfois ouais, s'en tirer un salaire parce que vu le temps qu'on peut passer dessus. Enfin, moi, des fois, j'hallucine. Il y a des mecs sur des conversations sur Discord, ils sont là toute la journée, hein. Ouais, ouais, ouais. Je me dis, Non, mais bon, non, non, peut- c'est un truc, faut. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça peut être dangereux et même les move to earn, hein, t'avais des gens qui se blessaient littéralement hein, pour les move to earn, hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient trop d'activités physiques par rapport à ce qu'ils pouvaient faire et pour gagner quelques tokens ou pour remplir tous les objectifs sur toutes les apps, quoi. Et ça non, enfin, je déconseille. faut rester raisonnable, ouais. Ok, donc tu commences avec les move to earn et du coup, après, tu t'intéresses donc à d'autres cryptos et du coup, tu nous disais que tu avais un profil, on va dire, bon père de famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Donc du coup, j'avais beaucoup de Solana. Ce qui est très risqué d'ailleurs. Enfin, risqué, oui. Euh, j'ai commencé du coup à m'intéresser à Bitcoin, à Ethereum et à d'autres crypto-monnaies, voilà le Matic. Bitcoin, je me suis surtout intéressé aux valeurs aussi derrière Bitcoin. Ça, je trouve super intéressant de pas juste dire bon j'investis dans Bitcoin parce que c'est le papa des cryptos et puis voilà. Je trouve que c'est bien d'aller un peu plus loin et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le côté décentralisation. Du coup, ça te pose la question de avoir tous tes cryptos sur un exchange centralisé et tout ça, donc ça te fait réfléchir un petit peu. Et oui, et aujourd'hui, et tu l'as dit aussi, hein, pour des questions de temps, j'ai pas forcément envie d'aller regarder les graphes en permanence et d'essayer de m'amuser au trading ou des choses comme ça. J'ai envie ben voilà, de profiter de l'écosystème, de voir ce qui est proposé, d'échanger avec la communauté et après pour l'investissement être plus tranquille. Et donc aujourd'hui, je fais du DCA Bitcoin Ethereum. Ok, J'essaye aussi de faire fructifier un peu mes sols euh, avec les validateurs. Et, ouais, euh, et après, et là, je pense que même je vais passer que sur du DCA Bitcoin, tu vois. Je me dis, je vais mettre une somme identique toutes les semaines sur Bitcoin et on verra bien ce que ça donne sur le long terme.
Et après, je me suis fixé des objectifs de prix de Bitcoin où je prendrai un petit peu mes profits. Et, Ok, euh, et voilà, pas plus compliqué que ça. ok. Et t'arrives à automatiser ton DCA Ouais, alors avec... j'utilise une application qui s'appelle Bitstack. Je pense que Ouais, tu connais, hein, qui est une application française où en fait ils vont créer une carte bancaire, etc. Ils vont essayer de vraiment développer plein de fonctionnalités. Mais là aujourd'hui sur cette application, ce que tu peux faire, c'est que Bitcoin d'ailleurs, c'est programmer des achats récurrents et aussi faire les arrondis. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas acheter une baguette de pain, là, tu vas acheter 1,10 €. Ben, en fait, pour arriver à l'euro supérieur, donc les 90 centimes, il va te les convertir automatiquement en Bitcoin. C'est une manière d'épargner un peu ta petite monnaie sur l'application. Donc, tu as un peu de frais. Je crois que tu as 1,46% de frais quand tu achètes du Bitcoin de cette manière-là. Et par contre, quand tu transfères cette crypto du wallet Bitstack vers ta Ledger, par exemple, c'est sans frais. Les frais sont pris en charge par Bitstack. Donc voilà. Donc du coup, j'ai programmé un achat récurrent toutes les semaines. Et ok, du coup, ça se fait automatiquement sur l'application. ok. Ouais, oui, je suis aussi un utilisateur de Bitstack et j'attends la carte bancaire avec impatience. Hâte de voir les fonctionnalités. J'ai pas trop fouiné, je sais pas, il y a pas trop d'infos de toute façon qui sont encore sorties sur la carte Non, j'ai bancaire. l'impression que c'est un système de cashback aussi. Et ouais, ça reste assez classique, je dirais, en termes de carte crypto. Ouais. Ouais, parce que pour ceux qui nous écouteraient, qui seraient pas familiers avec ça, bon, moi j'en ai utilisé plusieurs et il y a bon, quasiment toutes les plateformes crypto qui en proposent. C'est un service de carte bancaire où généralement, si vous stackez un certain montant du token de l'exchange, donc par exemple sur crypto.com, ça va être le CRO, sur Binance, ça va être du BNB, bah, plus vous allez en stacker, donc en bloquer sur la plateforme, plus vous allez, on va dire, monter de niveau de fidélisation, dirons-nous, d'un point de vue client, et vos avantages bah, seront plus nombreux. Moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais sur crypto.com, j'avais 2 ou 3% de cashback sur toutes mes dépenses en CRO. Donc, si par exemple je dépensais 100 euros, j'avais 2% de cashback, bah, il me donnait 2 euros dans la crypto-monnaie de l'exchange. Je crois que j'avais Spotify offert. Et sur les niveaux d'au-dessus, il y avait Netflix offert, Amazon offert. Il y avait même des accès au lounge gratuits dans les aéroports. Enfin, ça peut vite être des avantages assez sympas. Mais bon, généralement, le montant à stacker en face, il est aussi assez important. Ça peut vite être des dizaines de milliers d'euros. Donc, bon, faut aussi faire attention parce qu'on s'expose aussi à un token assez fortement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, sur Bitstack, du DCA, donc avec le BTC. Et tu as évoqué rapidement, du coup, notamment Ledger. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce que toi, as une clé ou pas? Ouais. Oui, alors du coup, ouais, j'ai une clé Ledger. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un cold wallet. Euh, donc en fait, c'est un wallet qui n'est jamais relié directement à Internet, où tu possèdes aussi ta clé privée. Donc il y a la fameuse phrase Not your keys, not your crypto qu'on entend beaucoup sur YouTube et les créateurs de contenu. C'est le cas par exemple pour les exchanges centralisés. C'est-à-dire que quand vous allez sur crypto.com ou sur Binance, pour ne citer que, ben, il faut se créer un compte comme tu te créerais un compte classique sur une plateforme. Et ça y est, derrière, tu peux ben, acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, faire du trading si tu as envie. Ce qui est très bien pour les exchanges centralisés comme ça, c'est que les interfaces sont faciles à prendre en main et ça permet quand même, mine de rien, ben, de démocratiser la crypto. À ceux qui connaissent pas, moi je t'avoue que quand j'ai démarré en 2021, ben voilà, je voyais des pubs crypto.com à la télé et tout, donc ça a été le premier exchange que j'ai utilisé. Par contre, ben, comme je disais, c'est intéressant de regarder ben, les valeurs derrière Bitcoin, pourquoi ça existe, le côté décentralisé, tu es vraiment propriétaire de tes actifs. Ben là, pour le coup, sur un exchange centralisé, c'est comme une banque traditionnelle en fait, hein. C'est comme si tu étais sur l'application de ta banque. C'est-à-dire que si tu as, admettons, un Bitcoin sur un exchange centralisé comme crypto.com, tu ne possèdes pas vraiment un Bitcoin. C'est juste que si tu dois retirer tes fonds un jour de la plateforme s'engage à te verser un Bitcoin.
Sauf qu'on l'a vu avec FTX, par exemple, des leaders mondiaux d'exchange centralisé et qui s'est complètement crashé l'année dernière. Ben, en fait, il suffit que l'entreprise elle ait un souci, et ben, tes fonds peuvent être gelés et même tu ne peux peut-être jamais retrouver tes actifs puisque tu n'es pas réellement propriétaire. Comme une banque traditionnelle, hein, bon, même si c'est beaucoup plus rare. Imaginons que toutes les banques se crashent, ben, peut-être que tu retrouveras pas tous tes fonds à la banque. Donc du coup, ouais, Ledger, alors il y a plein d'autres marques, hein, mais c'est une entreprise française aussi, donc je trouve que c'est cool un peu de soutenir l'écosystème francophone. Un Te peu de propose patriotisme dans ce monde de Ouais, brut. ouais, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on prend souvent en exemple les Américains et tout ça. Donc, c'est vrai que quand il y a quand même des entreprises comme ça qui performent bien en France, bon, je me dis c'est cool. Donc ouais, du coup, voilà, je me suis acheté une Ledger et qui te permet de vraiment posséder ta clé privée, qui te permet aussi d'avoir un gain supplémentaire de sécurité puisque c'est un cold wallet et pas un hot wallet qui est relié directement à Internet et qui pourrait être peut-être plus sujet à un hack ou voilà, un piratage. Et donc, du coup, je stocke régulièrement mes crypto-monnaies dessus. Par exemple, Bitstack, hein, je les bascule assez régulièrement sur mon wallet Bitcoin Ledger. Ok. Pareil pour Solana et Ethereum. Et quand tout à l'heure tu disais que tu déléguais notamment tes Solana pour avoir un rendement, tu le fais dans l'application de Ledger ou tu utilises d'autres leviers? Ouais, alors je le fais sur l'application de Ledger, même si je sais que bon voilà ils prennent des frais, et c'est pas peut-être pas la manière la plus optimale en termes de rendement. Ça reste quand même très simple et ça reste sur ta Ledger, donc ça me permettait de faire le moins de moves possible. Euh, mais après, j'avais utilisé d'autres techniques, notamment le lending de NFT. Ouais. J'utilisais Citrus des Famous Fox pour ceux qui connaissent, où en fait, tu prêtes de la crypto-monnaie à quelqu'un et qui en échange, il met en gage un de ces NFT. Et en fait, il a une certaine durée pour te rembourser avec des intérêts. Et c'est des intérêts qui peuvent atteindre des API de 120, 140%. Donc c'est assez énorme. Et s'il n'arrive pas à te rembourser avec les intérêts dans le temps imparti, en fait, tu reçois son NFT. Voilà. Et donc je faisais ça un petit moment, ça fonctionnait plutôt bien. Et en fait, il y a eu une période là où, parce que pareil, attention, hein, c'est pas un conseil d'investissement et c'est très volatile, autant le Solana que les collections NFT. Et en fait, à un moment, j'avais prêté une certaine quantité de sol et toutes les collections NFT ont pris cher là. En l'espace d'une semaine, c'était un truc de malade. Et donc, du coup, quand le floor price se crash complet, du coup, ceux qui ont emprunté ma crypto, ils avaient aucun intérêt à me la rendre puisque la quantité était bien supérieure au floor price. Donc, du coup, ils ont gardé mes sols Et et toi, moi tu as j'ai des reçu des NFT. NFT, mais qui ont une valeur inférieure si je les vends au floor price, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est pour ça bienvenue qu'il au faut faire, club. voilà, donc faut faire vachement attention à ce genre de choses. Il faut soit tu mets bien en dessous du floor price, mais c'est pas sûr que tu trouves quelqu'un qui va emprunter ta quantité de crypto. Et ou alors il faut aussi se regarder des collections NFT qui peuvent peut-être t'intéresser au cas où il n'y aurait pas ce remboursement avec intérêt. Hmm. Mais voilà, mais du coup, c'est pareil, ça me prenait pas mal de temps. Tu vois, c'était des prêts que je faisais sur 5 jours ou 7 jours. Donc tous les 5 jours, j'étais là, putain, ah ouais, il m'a pas remboursé, il faut que je revende le NFT, ou là, ok, là c'est bon, allez, je relance une offre. Et même si ça rapporte plus, effectivement, c'est plus chronophage et plus risqué aussi. Donc je me suis dit, allez, on calcule pas, on met sur Ledger et puis on fait fructifier ça tranquillement. Et de toute façon, moi, c'est vrai que j'ai une vision très long terme sur les cryptos, donc ça me Hmm. dérange pas. Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que, bon, je sais pas sur quel NFT ça t'est arrivé. Moi, j'avais utilisé aussi la plateforme. J'ai un Famous Fox, du coup, enfin, la sous-collection, qui est Ouais, un peu moins chère, là, qu'autour de 15, enfin, qui est même plus autour de 15 qu'autour de 10 fois maintenant. Et ouais, ce qui se passe, c'est que par exemple, on va prêter 15 pour un NFT qui en vaut 16. Et si le NFT qui en vaut 16 descend à 13, en fait, le propriétaire du NFT, il va garder les 15 Solana. Et en fait, il a juste à racheter un NFT au floor price à 13. Et en fait, il va racheter un autre NFT, mais il aura gagné 2 sols. Et nous, on se retrouvera avec un NFT moins cher. exactement. Et ouais, c'est vrai que les rendements, ils étaient intéressants, mais il faut bien connaître les collections. Ça prend vite du temps. Et c'est vrai que moi, je suis devenu
très parano sur la sécurité et j'ose même pas avec mon ledger délégué. Parce que comme tu signes quand même des transactions, après je m'y connais pas du tout sur l'aspect technique, je suis vraiment parano et j'ai même deux ledgers et j'en ai un que je connecte, mais rien du tout. Je fais pas la moindre signature. Ouais, je pense que Mais c'est le mieux. Je t'avoue que là, du coup, pour déléguer les soldes, je l'ai fait. hmm, Je pense que pour pareil stacker de l'Ethereum, je le ferai aussi. Euh, mais t'as raison. Je pense que dans l'idéal, une ledger qui a vraiment fait aucune transaction, rien du tout, ça reste le plus sécuritaire. Hein, on sait jamais. bah c'est ça, moi j'ai à peu près divisé en deux. Tu vois, j'ai un ledger où j'ai tous mes NFT les plus à haute valeur, puis les crypto-monnaies long terme, bon, surtout Bitcoin, Ethereum, qui restent dessus et j'y touche pas. Et j'en ai un autre où je vais faire un peu de trading de NFT, je vais faire un peu de stacking. Donc genre, j'ai signé quelques transactions, mais ouais, quand tu vois des pontes de l'écosystème qui se font scammer toutes les semaines, tu te dis bon, moi le petit investisseur qui est dans mon coin, je pourrais me faire aussi sûrement me faire avoir, donc je deviens un peu parano là-dessus. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu t'es déjà fait hacker ou vider un Si, si, ouais. portefeuille. Moi, MetaMask, c'est arrivé une fois, ça fait bizarre. Hein. Je t'avoue qu'après, tu vois plus les trucs de la même manière. J'avais Mm. pas perdu beaucoup, mais tu te dis, putain, t'essayes de faire gaffe au maximum, mais t'es jamais à l'abri en fait. Ben, moi, ça m'est arrivé même deux fois, coup sur coup, l'espace de 2 semaines. Donc c'est un peu Ah ouais. pénible. Mais c'était pareil, j'ai pas, enfin, tu perds toujours un petit peu, mais là c'était plutôt un manque à gagner parce que j'avais par exemple gagné un free mint sur une collection NFT. Bon, bah, je me suis fait voler le NFT, donc bon, c'est pas vraiment de l'argent perdu entre guillemets, enfin pas le mien en tout cas directement. Et puis ouais, tu peux rien faire parce que c'est dans la seconde. Hein. Moi j'avais un autre MetaMask qui était en fait sous l'emprise d'un bot. Et je le savais, et j'avais une autre transaction à faire sur un autre site pour récupérer des fonds, et j'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais c'est impossible, tu peux pas battre un robot, il va récupérer les fonds avant, il va les aspirer assez vite. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour ton retour sur l'aspect sécurité. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, et c'est encore un peu le Far West, hein. Il n'y a pas vraiment de solution miracle aujourd'hui. C'est l'inconvénient de on va dire, la décentralisation, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution une fois qu'il y a des problèmes, même si je crois que j'avais déjà vu ça passer sur notamment système de défi à de finances décentralisées, il y a des assurances qui se montent. Ok. Je me suis même demandé, tu vois, est-ce que demain, Ledger, il pourrait pas proposer un système d'assurance, bah, comme on a une assurance habitation ou auto aujourd'hui, où tu vas payer, je sais pas, 10, 20, 30 euros par mois, et ça t'assure une protection des fonds. Parce que demain, c'est pas un service qui pourrait être proposé, ce qui me semble pas déconnant. De toute façon, c'est un rapport après investissement-remboursement que fera la plateforme, mais Ouais, ça me je semble. pense que je pense que c'est super intéressant. Il y a un truc à à creuser là-dessus. Et clairement, c'est un besoin, ouais. C'est un besoin. Tu vois qu'aujourd'hui, même des personnes qui s'y connaissent pas forcément et qui débutent, ils ont pas ce réflexe. Ils vont peut-être aller avoir, tu vois, être sur un exchange centralisé pour investir dans leur crypto. Ils vont avoir des wallets, des hot wallets pour le coup, comme MetaMask ou Backpack ou autre. Et en fait, ils vont s'intéresser à plein de projets NFT, ils vont signer plein de transactions à droite à gauche. Et en fait, plus tu t'exposes comme ça, et plus il y a de risques de hack. Donc, ouais, avoir un système d'assurance, je pense que ça pourrait au moins aider pas mal de monde, surtout quand tu démarres, ouais. Ouais, puis je pense qu'il y aurait des clients. Enfin, moi, si demain il y a un système comme ça qui se lance, je signe aussitôt. Hein. Même si ça me coûte un peu cher. Je pense aussi, ouais. Tant que ça vaut pas la valeur de ton DCA, on va dire. Exactement, ouais. Ok, top. Et pour revenir sur ta chaîne YouTube, du coup, tu as commencé en faisant des vidéos sur bah, Genopet, qui était le projet, on va dire, premier dans lequel tu t'es lancé quand tu t'es lancé dans l'écosystème. Ensuite, tu nous disais découvrir bah, d'autres projets, notamment de Move to Earn. Et ensuite, ta chaîne, tu l'as quand même développée parce que tu n'es pas resté cantonné au Move to Earn. Tu as parlé d'autres projets, parfois aussi des projets NFT, on en a un petit peu parlé. Est-ce que les NFT aussi, c'est des choses qui te plaisent? Est-ce que tu es plutôt sur Solana, plutôt sur Ethereum? Ouais. Alors ouais, du coup, au début, j'étais très move to earn.
Après, je me suis rendu compte, enfin même d'ailleurs au début, j'étais que sur Genopets, Ouais, des tutos, voilà, pour vraiment apprendre à tout le monde à comment on joue, comment on paramètre tout ça. Puis après, je me suis rendu compte que bon, ouais, c'est sympa, mais ça fait pas de vue, quoi. À un moment, l'écosystème, il est très jeune, puis il y a plein d'autres projets qui naissent et tout, donc c'est cool de s'élargir un petit peu. Et donc, bah, j'ai continué à documenter mon parcours sur les Move to Earn et ouais, sur des projets NFT. Ouais, les NFT, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où je pense qu'il y a d'énormes choses à faire qui existent déjà et qui existeront dans le futur. Et voilà, je pense on n'a pas toutes les utilités en tête à des NFT. mm, Euh, J'aime bien aussi le marketing qu'il y a derrière, parce que voilà, moi du coup, je bosse dans le marketing en fait agro, et tu vois un peu les nouvelles pratiques de marketing avec le Web3, les biais psychologiques qui sont utilisés, et je trouve ça passionnant. Alors des fois, c'est pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire que des fois, t'en as qui ont vraiment un vrai projet, qui veulent apporter de la valeur à la communauté avec leur collection, et du coup, c'est juste génial. Et puis des fois, tu as des collections NFT où les mecs ont juste un marketing push qui est monstrueux. Mais sauf que derrière, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que tu vas investir dans la collection et en fait, t'as plus rien, ou alors ils vont pas être capables de tenir leurs promesses qui étaient trop folles et trop ambitieuses par rapport à leurs moyens. Et je trouve ça assez fascinant. Et du coup, ouais, je m'intéresse un petit peu aux collections. Alors, comme tu dis, bon, en tant que bon père de famille, même si j'ai pas d'enfant, j'essaye de faire gaffe et de vraiment regarder à 2 fois, voire même 3 fois avant d'investir dans une collection NFT. Et je regarde avant tout ce qu'elle peut m'apporter en tant que telle, pas forcément sur le plan spéculatif, en fait. Voilà, ok, c'est-à-dire que si la collection, ben, par exemple pour revenir sur les Move to Earn, hein, mais si un NFT va me permettre d'accéder à une application mobile avec ben, pas mal de fonctionnalités qui va te permettre de te motiver chaque jour à aller courir, ben là ok, je veux bien investir dans ce NFT. Puis peut-être que oui, si un jour je m'y plais plus ou que sa valeur elle triple ou elle quadruple, bon mais peut-être pourquoi pas prendre des profits, mais c'est pas le but de base. Donc voilà, il y a les Shredded Ape Gym Club, les SAGC, pareil, qui est une collection NFT sur Sol, où en fait ça te permet d'avoir des réductions sur une boutique de compléments alimentaires. Et ils sont très axés musculation, renforcement et tout ça. Et le concept est génial parce que derrière, ça te permet d'accéder à une grosse communauté. Il y a des coachs sportifs et tout qui te donnent des conseils. Il y a de la motivation à gogo et puis voilà, des réductions assez sympas sur leur boutique. Donc là, finalement, une utilisation assez basique du NFT qui est juste comme entre guillemets, un peu une carte de fidélité ou un bon de réduction permanent sur le shop. Ben, ça fonctionne bien au final. Donc moi, je vais plus aller ouais, sur ce type de collection que celles qui sont purement peut-être pour afficher un certain statut ou quelque chose comme ça. Et après, ouais, je suis resté très Solana aussi. Je trouve qu'il y a des belles collections Solana, même si j'ai des NFT hein, sur Polygon et tout. Hein. Mais j'avoue que l'écosystème Solana, je le trouve assez sympa et assez dynamique en termes de collection NFT. Donc ouais, je regarde pas mal. ok, ok, ouais, bah, c'est vrai que ouais, Solana, ça a pas mal d'avantages pour être sur Solana et Ethereum essentiellement. Bon, on parle souvent des frais. Tu as aussi la rapidité sur le sol, ça va quand même super vite. Et Carrément. ouais, les projets sont bien chouettes, tout est facile. Même la plateforme Citrus qu'on a évoquée, elle est très bien fichue. Enfin, il y a quand même pas mal d'avantages à cette blockchain. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais remarqué chez toi en regardant certaines vidéos, que tu étais quand même investi, bah, comme tu nous l'as dit, sur certains projets bah, pour les tester. Notamment, on a parlé de Stephen un petit peu avant, où tu as une basket, mais pas forcément plus. Et j'avais vu aussi que malgré le fait que tu étais investi sur certains projets, tu as fait aussi quelques vidéos qui allaient plutôt dans l'autre sens, de pas forcément s'investir. Bah, tu avais fait une vidéo notamment sur Stephen. Je crois que sur Defeat aussi, tu as fait une vidéo sur pas acheter leur nouveau NFT de la collection. C'est les Baby Feet, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors Euh, ouais, bon, je reviendrai dessus, hein, mais le message, c'était pas vraiment ça. Pareil pour Stephen, hein. Au contraire, j'encourageais les gens à y aller parce que Stephen, c'est quand même un gros gros projet
euh, voilà, qui a ouvert la voie au Move to Earn, hein, et qui encore aujourd'hui dispose de moyens assez conséquents pour faire bouger les choses. Et Defeat, c'est un des Move to Earn que j'utilise quotidiennement. Et c'est vrai qu'ils ont sorti une première collection de NFT, mais c'était plutôt en fait de temporiser le truc. Parce que le prix des Babyfit était quand même relativement élevé pour les gens. Alors ça dépend pour qui, bien sûr. Chacun a ses moyens, chacun a son budget aussi quand il rentre dans le Web3. Mais c'était de un petit peu faire attention en fait. Pareil sur Stephen, c'était la période où tu voyais des gens qui achetaient je sais pas combien de paires de chaussures parce que c'était la folie furieuse le truc. Et t'avais des gens qui achetaient pour 2000, 3000, 4000 balles de shoes. Et en fait, le but de ces vidéos, c'était de temporiser, de dire attention. Enfin, Stephen, enfin, pour la petite anecdote, cette vidéo, elle avait fait beaucoup de bruit parce que d'un côté, t'avais ceux qui étaient tout à fait d'accord avec les propos de la vidéo et qui encourageaient à fond. Et de l'autre côté, tu as ceux qui avaient déjà investi beaucoup en fait dans Stephen et qui étaient en mode ah, t'es un détracteur du jeu, n'importe quoi, ça rapporte énormément, Stephen, c'est trop bien. Et en C'est fait, tout blanc ou tout noir, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. exactement, ouais, c'était le première vidéo comme ça où c'était un peu partagé dans les commentaires et tout. Et pour la petite histoire, je sais plus à quelle date j'ai sorti la vidéo, mais peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, il y a eu le crash de la Chine, en fait. Visionnaire. Alors gros coup de chance, enfin coup de chance, pardon, c'est pas de la chance pour tous ceux qui étaient sur Stephen à ce moment-là, hein, mais ouais, au niveau du timing, on était en plein dedans, mais si c'était pas la Chine, ça aurait été autre chose si tu veux. C'était juste qu'à un moment, gagner 500 balles en allant courir 10 minutes, bien sûr que c'est pas soutenable et bien sûr qu'on est sur une bulle qui va péter à tout moment. Et en fait, c'était ça le propos de la vidéo où je Mm. reprenais un peu les bases des tokenomiques de projets comme ça, ou le principe de la manière dont tu étais rémunéré avec ce type d'application et que en fait, c'était quand même énormément basé sur les réinvestissements dans le jeu ou en tout cas les investissements des nouveaux entrants et que ça pouvait pas monter comme ça de manière exponentielle en permanence. Tu vois, c'était ça le propos. Mais par contre, j'utilisais effectivement, c'est des applications que moi je trouve géniales et que aujourd'hui je continue d'utiliser tout le temps et qui me motivent d'ailleurs, par exemple, à faire mon premier marathon là en fin d'année. Donc je recommandais les gens qui peuvent se le payer, bien sûr, hein, après chacun, voilà. Mais tester ce genre d'application, c'est très innovant et on rencontre aussi une super communauté. Donc voilà, j'encourage à tester. Mm. Mais je reste convaincu, alors tu me diras si je me trompe, mais tu as quand même ce côté aussi assez prudent où j'ai pas l'impression tu vas forcément FOMO dans un projet. Alors de ce que j'ai vu, après, tu le fais peut-être dans ton coin, entre guillemets. Mais ouais, tu évoquais aussi le fait d'investir en bon père de famille. Alors, tu me contrediras si je dis des bêtises sur cet aspect bon père de famille ou prudence, mais c'est ce que tu vois, tu as été éduqué comme ça, ou est-ce que sur un projet ou même dans un autre investissement, je sais pas, comme la bourse ou quelque chose de plus classique, tu as fait des erreurs et du coup, ça t'a obligé à être prudent, ou tu as toujours été un peu comme ça sur l'investissement? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Je pense que l'éducation y joue forcément. Mm. Ouais, on vient d'un milieu assez modeste et la valeur de l'argent, elle est quand même importante. Et il y a aussi l'effort derrière. Euh, j'ai investi dans plusieurs choses, dans l'immobilier notamment. Donc tu vois, on est encore sur sur des trucs assez safe, hein. Mais Ouais. ouais, enfin, je pense que ouais, j'ai toujours eu cette approche prudente. En fait, sans avoir essuyé forcément des revers là-dessus. C'est juste que quand tu t'as passé 2 ans sur l'écosystème et certains en ont passé bien plus, tu vois que c'est tellement volatile et même des acteurs bien établis qui peuvent se cracher du jour au lendemain. Enfin, c'est la crypto, c'est la jungle, hein, faut pas Le se Far mentir. West, ouais. Ouais, à part peut-être Bitcoin, et encore Bitcoin, il a déjà pris des claques et il en prendra certainement d'autres, hein. Euh, En fait, tu peux jamais savoir ce qui va se passer, pratiquement. Euh, donc, par rapport à ces projets-là, ouais, j'ai jamais FOMO un projet à fond. J'ai déjà été très hypé hein, par des projets. Je me suis dit, oh, let's go, celui-là, je vais y aller, je vais participer. Mais faut bien se poser. Faut se dire concrètement, les projets au début, quand tu es sur des premiers mints de collection NFT, par exemple, ben, le projet, des fois, l'application, elle est même pas encore sortie. T'as le site internet, t'as juste un petit white paper avec un PDF. Bon, c'est sympa, hein. Des fois, il y a voilà, la proposition de valeur est intéressante, mais concrètement, t'as rien derrière. T'as juste deux mecs en pyjama dans leur chambre qui programment le truc, tu vois.
Et, Mm. euh, et donc, je dis pas que ça peut donner un truc génial ici, mais j'espère que il y a des projets ben là que je suis, notamment Defit et tout. J'espère que c'est des projets qui seront des bangers à l'avenir. Mais est-ce que tu te dis, ben là, est-ce que je démarre doucement, genre je mets 50 balles, je sais pas, pour le premier NFT, puis ça me permet de tester le jeu, de voir un peu ce que ça donne, et puis pourquoi pas remettre plus tard? Ou est-ce que j'y vais comme un gros porc en pariant, je vais mettre 600, 700, voire des fois 2000, 3000, pour me dire, je prends de suite l'ascendant sur le projet, je démarre de suite très très fort. Si ça marche, ben super, je serai dans les premiers, je ramasserai un pactole, ou alors ben je perds ma mise. Et en fait, dans ce stade aussi peu avancé d'un projet Web3, c'est comme jouer à la roulette russe un peu. Enfin, tu peux pas du tout prévoir ce qui va se passer derrière. Et donc, j'essaye vraiment de faire attention à ça et de sensibiliser les gens à ça parce que le FOMO peut être très fort, hein, en particulier sur les collections NFT, sur des crypto-monnaies. Ben, on l'a vu avec des meme coins et tout. Euh, et ouais, je pense qu'il faut faire attention. Après, comme je te dis, hein, si t'es quelqu'un qui gagne 30 000 balles par mois, bon ben oui, le risque de mettre 2000 balles sur un projet NFT, il est pas le même que celui qui va mettre, pour qui ça représente la moitié de son salaire, tu vois. Ouais, Mais, mais complètement. pour moi, c'est pas prudent. Enfin, moi, en tout cas, avec les moyens que j'ai, etc., c'est pas du tout prudent d'aller mettre 1000 ou même 600 balles sur un projet comme ça où tu sais pas vers quoi ça mène. Enfin, c'est très volatile, très risqué. Donc du coup, aujourd'hui, ma stratégie, c'est de me renseigner sur les projets qui existent, enfin, ou qui vont exister, voir leurs propositions de valeur. Et si c'est quelque chose, je pense, qui peut m'apporter quelque chose dans ma vie quotidienne, sur des fonctionnalités même Web3, ben, je vais y aller, je vais investir un petit peu, puis je vais voir ce que ça donne et pourquoi pas réinvestir ou autre. Mais voilà, et on l'a vu, hein, sur Stephen, ça a donné des choses assez catastrophiques avec des gens qui même disaient limite qu'ils allaient arrêter leur boulot pour faire du 100% Stephen. Et en fait, non, les gars. Ouais, Enfin, ou attendez un peu, c'est... quoi, je sais pas. Non, mais je te fais, je sais, toi, du coup, t'as été beaucoup plus sur Stephen et peut-être t'as eu ces témoignages-là, mais moi, je voyais des mecs qui disaient, ben, je vais devenir rentier, Stephen, je vais arrêter mon taf et je vais faire que du Stephen. Ouais, j'avais des grosses œillères à l'époque, hein. Moi, au plus haut, je suis monté à 100 euros par jour en marchant trois quarts d'heure. Bon, j'avais l'impression d'avoir découvert la boîte de Pandore. Tout le monde me disait autour que c'était fou. Bon, bah, j'ai réussi, hein. J'ai trouvé le nouveau truc. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a, quand il y en a qui ont commencé à dire que ouais, ils allaient arrêter de bosser, je dis bon, c'est peut-être un peu court-termiste comme manière de réfléchir. Je crois qu'il y en a qui ont fait des prêts pour investir dans des baskets. Bon, là, c'est vraiment. Il y a un peu deux niveaux de FOMO. Moi, j'aurais tendance, c'est vrai, des fois, peut-être un petit peu FOMO, mais bon, je mets pas l'argent, on va dire, du loyer dans un NFT. Donc bon, alors je déteste l'expression faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Pour moi, je sais pas, il y a peut-être plus de la moitié des investisseurs qui disent ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. On n'est jamais prêt à perdre de l'argent, c'est faux. Mais il faut pas mettre l'argent dont on a besoin. Ce serait plutôt ça pour moi Hmm. la meilleure syntaxe. Parce que effectivement, si on avance le loyer en espérant faire x2 et récupérer sa mise pour payer son logement à la fin du mois, ça risque de pas bien se passer. Et pour le voir aussi un petit peu dans les groupes Discord, on se rend compte que ceux qui ont un petit peu besoin d'argent ou ceux qui ont trop misé, en fait, ils sont trop émotifs. Et à la moindre variation, en fait, ils vont faire des conneries et ils vont perdre plus d'argent que quelqu'un qui est beaucoup plus serein. Et on le voit sur des investissements plus classiques où on a plus de recul, comme notamment l'investissement en bourse. Les meilleurs portefeuilles, c'est bon, c'est un peu sordide, hein, mais c'est les portefeuilles des personnes décédées. Pourquoi? Parce que les gens ne touchent pas à leurs assets, en fait. Ouais, et oui, c'est Et ça, il n'y a pas les émotions qui rentrent trop en compte, hein. là, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, ouais. Mais ouais, ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis, et pour revenir là-dessus, et c'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne sur leur aventure un peu Web3, c'est vraiment partir avec un plan, en fait. C'est-à-dire, quand tu te lances dans le Web3 ou que tu dis, ben, je vais investir dans des crypto-monnaies ou des NFT, ben, déjà, tous les mois, tu peux mettre combien? Voilà, tu te fixes. Moi, par exemple, tous les mois, je me dis, il y a X% de mon salaire, je peux me permettre. Alors, encore une fois, je suis pas forcément prêt à les perdre, comme tu dis. Ouais. Personne n'est prêt à perdre de l'argent, je pense. Mais si je les perds, en tout cas, ça n'aura pas d'impact sur ma vie, voilà, sur mon épargne, sur mes autres investissements, peu importe. Et donc, ben, je me fixe ça.
Et je me dis, ben Et voilà, tu s'il y a dors des bien pro... aussi, Et voilà, c'est important. voilà, tu pars, en fait, il faut vraiment se fixer des objectifs et un plan clair et éviter d'en déroger par du FOMO ou par des avis extérieurs. Et voilà, et en fait, quand tu te tiens comme ça à un plan et qui correspond à aussi tes moyens, ben, comme tu dis, tu es beaucoup plus serein au quotidien et puis tu peux quand même te faire plaisir. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a des applications et tout qui te permettent de tester sans même parfois investir, hein. Tu as des modes free-to-play pour les Move to Earn ou les Play to Earn. Tu as des collections NFT avec des super communautés où tu peux rentrer pour 20 balles. Voilà, t'as pas besoin d'aller chercher des trucs de malade hein, ou miroiter des trucs. Alors oui, je sais, après, il y a un peu ce côté ego trip aussi. Tu vois des gros influenceurs, machin, qui vont aller sur des collections à plusieurs milliers de trucs. Bon, ben voilà, hein, chacun fait aussi avec ses moyens. Mais je pense qu'il y en a pour tout le monde dans le Web3 et il y a aussi des trucs où t'es pas obligé de, de, de faire prendre cher à ton portefeuille pour accéder à des choses intéressantes. Ouais, complètement. Complètement. Puis comme on le dit souvent, high risk, high reward. Mais aussi, on pourrait ajouter high lose. Donc, ces gros gains, ça peut aussi amener des potentielles grosses pertes. Donc, il faut faire attention. Et il y a quelque chose aussi avec les cryptos qui est pas évident, euh, je trouve, c'est que comme tout va super vite, qu'on peut acheter des cryptos en 10 secondes avec sa carte bancaire et l'envoyer et acheter un NFT en fait en moins d'une minute. Bah, si on a un moment de faiblesse, on peut vite faire des bêtises. Alors que si par exemple on prend un investissement comme l'immobilier, faire une transaction immobilière, ça prend des mois et des mois. Même un acte euh, en bourse ou alors se créer un portefeuille, bah, ça va prendre des jours de validation. On va faire valider son identité, etc., etc. Donc finalement, on a un peu des garde-fous qu'on n'a pas du tout en crypto, où on est vraiment notre seul libre arbitre et aucune plateforme va nous ralentir, dirons-nous. C'est vrai que ça, c'est pas Ouais. forcément évident. Moi, je prends mon cas personnel. Tu vois, l'argent que j'arrive à cash out sur Stephen, en fait, je l'envoie vite sur un ledger pour pas l'avoir sur l'appli, parce que je sais que si ça reste sur l'appli, je vais racheter une basket ou un asset qui va me permettre d'en avoir plus. Et en fait, bah, c'est là qu'on réinvestit toujours. Et à la fin, bah, si le projet décède, on aura tout perdu, quoi. Ouais, c'est ça. Faut aussi se fixer des objectifs, peut-être en termes de rentabilité. Mm, Et ouais, alors après, je me dis, tu vois, si tu as des projets dans lesquels tu y es parce que les fonctionnalités que ça t'apporte, c'est génial. Je pense même aux NFT communautaires, tu sais, par exemple les CryptoMask ou même CryptoCademia, ce genre de collection où finalement tu t'intègres une communauté, tu apprends plein de choses dans le milieu des cryptos, tu peux même entreprendre avec d'autres personnes et tout, c'est assez génial. Ben là, tu sais que tu investis dedans, tu sais que tu récupéreras peut-être jamais ta mise parce que l'objectif, c'est pas de le vendre ton NFT, mais c'est juste d'accéder à un groupe et à des échanges. Euh, donc, des fois, ouais, s'il y a un projet qui te plaît vraiment, tu te dis, ben ouais, tout ce que je gagne à l'intérieur de ce projet, ben, je le réinvestis dedans pour continuer à me développer dedans. Why not aussi? Après, si tu es sur un objectif de rentabilité, ouais, comme tu dis, il faut penser aussi à un moment à prendre ses profits, comme ceux qui, tu vois, qui disent, ben, je décès à Bitcoin, mais je sais pas quand je vends, quoi. Parce que voilà, mm. ça c'est pas bon quoi. C'est tu vends quand c'est à 75 000, à 100 000, tu vends combien? 20%, 30%. Si tu te fixes aucun plan, c'est meilleur moyen de juste accumuler du Bitcoin jusqu'à je sais pas où, mais jusqu'à nulle part un peu. Ouais, bah, c'est vrai qu'on parle souvent du DCA quand on investit et quand on achète, mais on en parle beaucoup moins quand il s'agit de vendre. Et c'est vrai que c'est un bon tips de se fixer des paliers pour sortir aussi à un moment donné, parce que sinon, comme tu viens de le dire, à quoi ça sert, quoi. Ou alors, ouais, tu es dans l'objectif Bitcoin à fond, où tu te dis que demain, ce sera la monnaie pratiquée partout, et juste ton objectif, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible. Et là, effectivement, se pose pas la question de savoir quand revendre. Mais ça, c'est autre chose encore. Ouais, c'est pas fait quand même. C'est pas fait. Ok, super. Et je voulais aussi qu'on revienne un peu sur ta chaîne YouTube. On l'a rapidement évoqué dans la première partie. Euh, T'es passé de Move to Earn à des projets un peu plus globaux. J'ai évoqué aussi le fait que tu avais lancé un podcast sous forme aussi d'interviews, des invités de toutes sortes que tu recevais sur ton podcast. Comment, alors est-ce que ta vision de ta chaîne YouTube a évolué avec le temps? Parce que si tu l'as créée il y a quasiment 2 ans, 1 an et demi à peu près, je pense. Comment tu vois les choses un peu aujourd'hui? Est-ce que quand tu as lancé ta chaîne YouTube, c'était altruiste pour montrer un peu comme ce que tu faisais sur Genopets? Est-ce qu'il y a un but demain d'être un média plus ou moins important? Est-ce que c'est une porte d'entrée parce que tu veux travailler dans le Web3 à terme? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors c'est une excellente question. C'est vrai que la chaîne YouTube a pas mal évolué. L'objectif, c'est toujours d'apporter de la valeur en fait à des gens et d'avoir ce côté vulgarisation. C'est vrai que sur la chaîne, tu n'auras pas des trucs très techniques qui rentrent vraiment dans le côté tech qu'il y a derrière, mais c'est juste comment en fait l'utilisateur lambda peut s'épanouir en fait et trouver des projets qui lui correspondent ou peut investir dans des crypto-monnaies, dans le Bitcoin, etc. Donc au début, je présentais beaucoup de Move to Earn parce que c'était le sport. Après, je me suis élargi à d'autres projets. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai commencé à lancer une série de podcasts avec des épisodes où j'invitais beaucoup de personnes. Voilà, on en salue, hein, mais il y a Audrey JHN, Carlita Crypto, il y a Jonathan Cohen aussi, donc propriétaire du Crypto Daily. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de faire venir beaucoup de monde pour parler de leur expérience. Donc on parle entrepreneuriat dans le Web3, on parle enfin aussi eux leur entrée dedans. Euh, ouais, le but c'est vraiment d'apporter de la valeur et d'apprendre des choses grâce à ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, je pense, tout au long de l'année. D'ailleurs, voilà, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, bah, c'est avec grand plaisir de les recevoir sur le podcast. Et il y a, comme tu dis, il y a tout type de profil, hein. Il y a des particuliers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des collectionneurs de NFT, il y a de tout. Et c'est cette diversité, je trouve, qui est super intéressante. Le but, ouais, c'est de continuer comme ça, c'est de vulgariser, de montrer aussi les risques qu'il peut y avoir dans cet écosystème pour qu'en fait une personne qui se renseigne sur YouTube et qui veut démarrer dans les crypto-monnaies, dans les NFT, ben, puisse avoir les ressources nécessaires pour éviter des erreurs que j'ai commises et que d'autres personnes pourraient commettre voilà, quand tu découvres. Euh, Après, travailler dans le Web3, en fait, je travaille déjà un peu dedans. Je fais des accompagnements personnalisés pour des personnes qui justement veulent se lancer, avoir toutes les bases. Euh, Ok. Ah, c'est voilà, intéressant ça. Comment ça se matérialise? Par exemple, moi, je me lance dans le Web3, je te contacte c'est ça. et on avance. Tu Ok. me contactes. Voilà, tarif très dérisoire pour être honnête. Hein, c'est pas le but, c'est pas de gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est plus, voilà, tu découvres ma chaîne, ça t'intéresse. Tu veux, comme je te disais, hein, ce qu'on disait, se fixer des objectifs, savoir sur quelle crypto je veux aller, sur quel type de collection NFT, qu'est-ce qui fait quels sont les biais psychologiques, marketing qui sont à l'œuvre quand tu vois des lanceurs de projets, et comment s'en défaire aussi pour le faire en tout état de cause. Et donc ça, en fait, c'est un accompagnement, c'est 1 heure et demie en visio. Donc Ok. on fait d'abord un premier appel hein, pour voir quels sont tes besoins, où tu en es aussi, si tu es vraiment débutant, ou si tu as déjà un peu investi dedans, tu as tes premiers trucs. Et après, ouais, on se planifie 1 heure et demie en visio. On voit toutes les bases ensemble, on répond à tes questions. Et il y a aussi, là, actuellement, j'ai 4 personnes que j'accompagne sur du plus long terme, c'est-à-dire qu'on a fait ce premier accompagnement et en fait, là, maintenant, tous les mois, on se fait un call voilà, où ils me demandent leur avis sur certains projets. Ils modifient aussi leurs objectifs en fonction de leur situation pro et perso, et on voit comment on peut agencer tout ça. Mais voilà, comme je te dis, c'est pas scalable hein, puisque je vends pas de formation, de trucs comme ça, puisque c'est vraiment un accompagnement. Ben, j'estime que chaque personne est différente et elle a des besoins et des objectifs différents quand elle arrive dans le Web3. Donc, euh, donc ouais, je m'adapte et du coup, c'est un format visio. Ok. Et après, à côté de ça, j'ai une auto-entreprise où en fait j'accompagne les entreprises du Web3, mais pas que, hein. Aussi, je fais dans l'agroalimentaire, voilà, dans enfin, la nutraceutique, la santé et tout ça. Et je les accompagne dans leur stratégie marketing. Voilà, j'ai un focus, alors marketing B2C, mais aussi marketing B2B. Et voilà, et donc ça, c'est des prestations aux entreprises. D'accord, ok. Ouais, donc tu as des Voilà. semaines bien remplies, j'imagine. Ouais, en plus de mon boulot full-time, bien sûr. Bien évidemment, sinon c'est trop facile. Voilà, qui est d'ailleurs du marketing B2B aussi. Voilà, donc en fait sur mon temps libre, je fais des prestats freelance de marketing pour des boîtes, dont certaines Web3 qui sont bien intéressées. Et après non, la chaîne YouTube c'est plus du fun en réalité, d'apporter de la valeur aux gens. Moi aussi j'apprends des choses en même temps, grâce aux épisodes de podcast et au retour des différentes personnes. Et puis si jamais ça prend, eh ben ouais pourquoi pas. Enfin en tout cas voilà, je me mets pas des objectifs ultra ambitieux là-dessus. Je m'amuse, j'essaye d'apporter des choses à chaque vidéo et puis on verra bien demain. Ok, super. Bon, bah, et si on veut te contacter pour passer sur le podcast ou être même accompagné, quel canal il faut privilégier? Qu'est-ce qu'on mettra en description du coup?
Ouais, alors on peut me contacter par DM sur Twitter. Mon compte c'est SharpFitnessFi. Et puis sinon, un peu partout sur YouTube et même sur mon Twitter, il y a mon adresse mail pro. Donc c'est sharp.pro@protonmail.com. Et là, ben, on peut me contacter par mail, me faire une demande et puis voilà, j'essaierai de répondre rapidement. Bon, bah, magnifique. On mettra tout ça dans la description, bien évidemment. Bah, écoute, moi, je pense que je t'ai posé toutes les questions que je souhaitais. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon pendant cette heure passée ensemble. Et est-ce que, moi, j'avais deux questions finales. C'était, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour nos auditeurs, un enseignement, une recommandation ou autre chose? Ouais, alors je réfléchis. Bon, déjà, merci beaucoup à toi hein, pour ton temps et pour ce podcast. C'était super cool. Euh, alors une recommandation. Non, c'est un peu ce qu'on s'est dit finalement dans ce podcast. C'est de vraiment pas partir bille en tête en fait en mode ah, let's go, je vais dans le Web 3 puis on verra bien où ça nous mène. C'est très rapidement essayer de se fixer des objectifs, des moyens qui sont cohérents avec la manière dont on vit, avec ses autres investissements. Et comme ça, c'est une bonne manière pour arriver sereinement dans l'écosystème. Des erreurs, tout le monde en fera, on en fera encore. Mais quand on est sur un budget qui est maîtrisé, quand on prend le temps de bien se renseigner sur les projets, de faire gaffe aux biais psychologiques qu'on peut voir sur les comptes, sur les serveurs Discord et tout ça, bah, de suite ça va beaucoup mieux, on est plus serein. Après, c'est sûr qu'on fera pas des gains faramineux, mais on fera pas non plus de pertes faramineuses pour le coup. Mais voilà, ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser, d'éviter le FOMO à tout prix et ouais, de se fixer des objectifs qui sont cohérents avec ses moyens. Et après, c'est parti, il n'y a plus qu'à s'amuser. Bon, super, super tips. Et c'est vrai que, bah, notamment le Web3, les crypto-monnaies et tous les résultats qu'on peut voir peuvent nous laisser penser qu'on pourrait être riche avec un investissement. Bah, c'est pas vraiment la vérité. Un patrimoine, ça se construit bah, quasiment sur toute une vie. Je vous invite à aller voir par exemple la courbe d'enrichissement de Warren Buffett, qui doit être l'investisseur en bourse le plus connu. Bah, il faut qu'il a commencé à investir à 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, sa fortune, elle explose dans les dernières années quand il a 60, 70, 80. Donc, il aura mis toute une vie à devenir, bon, pour le coup, ultra riche. C'est peut-être pas les objectifs de chacun, mais c'est pas sur un coup, sur deux coups qu'on va être millionnaire, hein. Sinon, Après, autant aller jouer à l'euro million. après ouais, voilà, le type que je donne, c'est pour un certain type de personnes qui veulent voilà prendre du plaisir dans l'écosystème, qui veulent pas être soumis à de grosses fluctuations ou de gros stress, même s'il y en a, hein, même en investissant sur Bitcoin, comme je te dis, hein, il était à 16 000 $ il y a pas si longtemps, hein, donc on peut toujours prendre des claques. Mais après, je peux comprendre aussi si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont plus dans un profil haut niveau de risque, qui vont chercher des gros multiples, qui vont essayer d'aller chercher des trucs comme ça. Bon, comme tu dis, déjà, c'est énormément risqué, ça peut se rapprocher du loto. Mais après, pourquoi pas, hein, enfin, je respecte totalement ceux qui veulent partir dans cette dynamique-là. Et du coup, bon, mon type ne s'applique pas trop pour eux. Mais voilà, je recommande quand même de garder une certaine prudence et de faire gaffe avec les émotions aussi. Surtout dans le Oui, Web 3. Sûr. hmm, ouais, exactement. Ou alors d'y passer beaucoup de temps si on veut être un peu plus ambitieux et prendre un peu plus de risques. Parce que c'est pas en Mm. regardant une vidéo YouTube de quelqu'un qu'on va mettre 100 balles sur le projet que ça va faire fois 1000. Il y a peu de chance. C'est Non, déjà peut-être clairement. trop tard quand on en parle un peu sur les réseaux sociaux. Clairement. Super. Et dernière petite question que j'avais, c'est est-ce que tu verrais un invité sur ce podcast que je pourrais contacter et que tu aimerais bien écouter? Tic, tic, Alors les questions tic. sont pas préparées, donc Ouais, là tu. je mets un peu les invités devant le fait accompli. Ouais. Alors je vais pas être original parce que c'est quelqu'un qui est passé aussi sur notre podcast. C'est Jérôme Tapie. Ouais, ok. Je pense que tu connais. Bien Euh, sûr, ouais. voilà. Qui pareil en fait était ambassadeur sur Stephen et puis qui après a changé un petit peu et s'est intéressé à Defit. Et il a cette approche
plaisir. Alors, il perd pas de point de vue, d'un point de vue l'investissement. Il a aussi envie d'avoir une certaine rentabilité, mais il veut toujours que ce soit au service de projets sportifs ou des choses qui vont lui servir dans la vraie vie. Et donc, son approche est très intéressante. Et si j'ai une autre invitée pour le coup qu'on n'a pas eu sur le podcast, c'est Xali Crypto. Je Ok. pense que tu as dû l'avoir passé sur Twitter et aussi très active sur TikTok. Elle est assez adepte des formats courts vidéo et je trouve qu'elle a une belle énergie. Enfin voilà, elle est à fond sur les projets, et elle pour le coup, elle défend vraiment la valeur de décentralisation. D'accord. Voilà. Donc elle fait même gaffe aux cryptos dans lesquels elle investit parce que t'en as qui sont plus ou moins centralisés. Pour elle, tu lui parles pas d'exchange centralisé, etc. Voilà, c'est quelqu'un. Ouais, après c'est toute une pensée, hein, c'est tout ce qui est le libertarisme, je crois que ça s'appelle. Ouais, être enfin voilà le côté vraiment être maître à 100% de ses actifs et tout ça. Donc c'est un mode de pensée qui est cohérent en tout cas avec le principe de Bitcoin et ouais, je pense qu'elle a des idées intéressantes à partager. Eh bien, écoute, je note tout ça et j'essaierai d'inviter ces deux personnes sur le podcast. Merci pour le partage et merci beaucoup pour cet échange. On a revu pas mal de sujets. J'avais pas encore parlé de trop de sécurité, donc ravi d'avoir pu en parler un petit peu aujourd'hui. Et on te retrouve du coup sur tes réseaux sociaux qui seront encore une fois en description. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour ton temps et pour cet épisode et puis au plaisir ouais de se retrouver au détour de Twitter ou pourquoi pas même un salon IRL, ce sera avec grand plaisir. Ah ouais, quand ils seront un peu moins chers, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ils se gavent, les mecs, ils se gavent. Bon, bah merci à tous et puis à bientôt. Salut, ciao.